On va parler lors de ce débrief des questions au gouvernement, bien sûr, de la réforme des retraites. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités sur ce plateau. Guillaume Gontard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe écologiste au Sénat, sénateur de l'Isère. Face à vous, Stéphane Le Rudulier, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des lois. Et enfin, sur ce plateau, Emmanuel Capus, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire, vice-président de la commission des finances. Stéphane Le Rudulier, je voudrais déjà vous entendre sur ce que dit Éliane Assassi. Éliane Assassi qui dit que cette réforme elle est doublement illégitime, d'une part parce qu'elle n'est pas dans les clous au niveau de la procédure avec l'article 47-1 et puis aussi par la force de la contestation dans la rue. Écoutez, la légitimité, elle vient d'abord du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Il y a des articles de la Constitution qui ont été utilisés, le 47-1. On peut peut-être le déplorer sur la forme du débat, ou en tout cas le fait que le temps a été contraint et que nous n'avons pas pu discuter de sujets qui soient plus larges que le recul de l'âge de départ en retraite. Mais toujours est-il que la procédure législative a été respectée. Et moi, ce qui me fait doucement rire, c'est j'entends Mme Assassi utiliser un autre article de la Constitution pour essayer de faire tenser la réforme. Donc, comme quoi, on ne peut pas dire que certains articles sont mauvais, quand d'autres sont utilisés, effectivement, pour exprimer une volonté populaire d'un pseudo-référendum. Donc, attention, il s'agit aussi de nos institutions, de la préservation, de la stabilité de ces institutions. Quand j'entends dire que la CMP n'est pas légitime, écoutez, on a tous participé ici à une commission mixte paritaire. Force est de constater qu'on n'a jamais remis en cause le texte qui était sorti. Et après, il y aura un vote dans les deux chambres. Donc, vous savez, les institutions de la Ve République, elles ont été érigées pour éviter les écueils de la Quatrième République. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, les débats qui se sont déroulés par rapport aux débats du Sénat qui ont été de qualité. Il n'y a pas eu d'invective. Et là, je m'inscris en faux par rapport au ministre. Quand il parle de mélanchonisation, de NUPES sénatoriale, vous dites que ce n'est pas le même ton. Il y a eu des débats respectueux. Donc, attention, nos institutions, c'est pour la stabilité de nos institutions, en disent long sur la pérennité de notre démocratie. Guillaume Gontard, est-ce qu'on est en train d'abîmer nos institutions? C'est ce que le reproche que faisait Elisabeth Borne à Éliane Assassi, dans cette l'opposition ferme à la réforme des retraites. Mais est-ce que dans tout cela, s'il y a quelqu'un qui abîme les institutions aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être le gouvernement, c'est peut-être le choix d'Elisabeth Borne. Oui, le 47.1, le 44.3, le 49.3, etc. sont dans la Constitution. Je ne les remets pas en cause, on peut les utiliser. La vraie question, c'est pourquoi on les utilise. Et pour moi, c'est l'arme des faibles. C'est-à-dire que quand on n'a pas réussi à mettre en place un débat, qu'on n'a pas réussi à le construire, et ce débat, ce lien avec la population, avec les Françaises et les Français, avec les syndicats, qui pour la première fois depuis 10 ans sont unis, qui demandent tout simplement à discuter avec le gouvernement, qui demandent même à discuter avec le président de la République, qui n'a toujours pas d'ailleurs, qui refuse toujours. Tout ce processus-là, normalement, c'est ce qu'on fait pour amener un texte et pour justement qu'il arrive dans de bonnes conditions dans nos assemblées pour avoir un vrai débat. Et j'étais presque d'accord avec Elisabeth Borne qui a dit que c'est très dangereux de couper le débat. Qui a coupé le débat? Qui a corseté le débat? Évidemment que c'est le gouvernement, parce qu'il voulait passer en force, parce qu'on voit bien que cette majorité à la fois majorité sénatoriale et majorité présidentielle se fissure. On l'a vu avec un vote quand même à plus de 50 sénateurs, je dirais de droite, qui n'ont pas voté ce texte. Donc oui, il y a une crainte, il y a une peur, et on va arriver dans une CMP. Oui, pareil, la CMP, elle existe. C'est d'ailleurs, il y a déjà des choses quand même à se poser comme question, le fait qu'il y ait 14 parlementaires qui puissent décider, restructurer un texte en cause, à l'abri de tout le monde. De la en CMP, tout cas, sur les questions de la 5e, je pense que sur la question de la 5e République, oui, il y a des questions à se poser dans ce fonctionnement-là. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune autre démocratie moderne
européenne qui fonctionne comme ça et qui arrive à de tels blocages et de telles tensions dans le pays. Et je dirais, personne n'y gagne. Moi, je ne me satisfais pas de ce qui est en train de se passer dans le pays et je m'inquiète beaucoup parce que là, il y a une coupure démocratique qui est en train de se faire et c'est particulièrement dangereux. Est-ce qu'il y a une coupure démocratique qui est en train de se faire, Emmanuel Capus, quand on voit aussi que cette réforme, effectivement, vous l'avez dit, elle a dû passer au forceps avec l'article 47-1 et puis on a vu à la fois la majorité sénatoriale qui a dû utiliser l'article 38, l'article 42, l'article 44-3. On en a quand même eu absolument tous les articles possibles et imaginables pour que ce débat puisse rentrer dans les délais. Il n'y a aucune coupure démocratique, il y a juste une posture des groupes d'opposition de gauche qui ont décidé, en leur âme et conscience, de suivre la position mélenchoniste, effectivement, de l'Assemblée nationale et de faire blocage, de ne pas voter le texte et d'utiliser tous les outils possibles et imaginables pour refuser que le débat aille jusqu'au bout, pour refuser qu'on vote. C'était leur seul objectif. Ils n'ont pas parlé des petites retraites, ils n'ont pas parlé des femmes, ils n'ont pas parlé des salariés qui travaillent la nuit, ils n'ont pas parlé des salariés qui travaillent dans le froid, ils n'ont pas parlé des salariés qui portent des charges lourdes, ils ont parlé uniquement de procédures, du règlement intérieur, d'articles de suppression. Ils n'ont à aucun moment voulu améliorer le texte. Ils avaient un seul occasion manquée. objectif. On l'a loupé, le débat de fond, pour vous ? C'est une occasion vraiment manquée pour les groupes d'opposition de discuter du texte et de tenter d'améliorer le texte, qui est l'usage au Sénat. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que et la Première ministre a bien fait de le dire. C'est très dangereux parce qu'en critiquant, en attaquant les institutions, c'est ça le danger pour la démocratie. On affaiblit la démocratie et on donne de la force aux extrêmes. Je vous laisse répondre très brièvement, car nous allons ensuite faire celle des conférences. Juste sur les amendements. Mon groupe a déposé à peu près 800 amendements. Je veux bien qu'on les regarde un par un. Il suffit, ils sont sur le site internet du Sénat, on peut les avoir. Je pense que tout ce qu'a cité M. Capus, effectivement, on a des réponses. Et c'est ça qui gênait d'ailleurs. Parce qu'on aurait pu, 3700 amendements dans un texte, on aurait pu aller jusqu'au bout, on aurait pu le débattre, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à l'article 7. Donc il n'y a, je dirais, aucun souci là-dessus. Mais c'est intéressant, ce que je viens d'entendre, c'est qu'en fait, il y a un monde parallèle. Moi, j'étais tout à l'heure dans les manifestations. Si on ne voit pas ça, si on ne voit pas cette tension dans le pays, je pense que franchement, il faut ouvrir les yeux. On est dans une situation qui est particulièrement tendue. Donc oui, on a besoin de ce lien. Et on est là, on est ce relais, nous, en tant que parlementaires. Et si on ne le comprend pas, si on ne l'entend pas, moi, je m'inquiète beaucoup. Et quand je vous entends, je m'inquiète parce que j'ai l'impression que, oui, on est dans un monde parallèle. Nous, les parlementaires, on fonctionne comme ça, sans regarder réellement ce qui est en train de se passer dans le pays. Et cette coupure, elle est là et elle est très nette. Et on va tout de suite rejoindre la salle des conférences où se trouve Alexandre Poussard avec le président du groupe RDPI, les sénateurs Renaissance, c'est François Patriat. Bonjour François Patriat. Bonjour. Est-ce qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre la majorité présidentielle et la rue? Moi, je ne pense pas. J'ai vu au cours de ces dernières années, et notamment à chaque fois sur les réformes des retraites, déjà des manifestations importantes, longues, qui étaient... Cette fois-ci, il y a des manifestations pacifiques, certes nombreuses, mais qui n'excèdent pas le nombre de manifestations qu'on a vues par le passé, qui se font dans un climat certes de tension, mais qui restent dans les limites, j'allais dire, de la non-violence. Et cela, je dois le saluer aujourd'hui. Ne croyons pas aujourd'hui que les parlementaires ne sont pas à l'écoute du pays. Moi, je suis comme M. Gontard ou d'autres, toutes les semaines dans ma circonscription où je rencontre les gens, les syndicats, les habitants. Et ce que je leur dis à moi, c'est que certes, il y a une tension aujourd'hui, certes, il y a un mécontentement, mais pourquoi je suis élu, c'est pour prévoir l'avenir de ce pays. Prévoir l'avenir de ce pays, c'est assurer à la fois son équilibre social, ses garanties sociales et dans le même temps son équilibre économique. Et que cette loi, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle permettra à nos enfants, à nos petits-enfants, d'avoir une retraite demain, une retraite décente. Et parce qu'elle même permettra de ne pas endetter le pays de façon à ce que demain, comme le dit le corps aujourd'hui, bien sûr qu'aujourd'hui il y a un équilibre des recettes, mais demain, les pensions vont baisser. Or moi, je ne veux pas que les pensions baissent. Je veux aussi que la France ne s'endette pas plus. On comprend bien que vous êtes convaincu de la nécessité de cette réforme des retraites, mais quand on voit que les 3/4 des Français y sont opposés, qu'il y a des millions de personnes dans la rue, est-ce qu'il n'y aurait pas une faille démocratique à vouloir passer par tous les moyens cette réforme des retraites au Parlement? J'entends bien, vous me citez toujours ces mêmes chiffres qui vont évoluer au cours du temps. Et je vous rappelle que dans les mêmes chiffres, 80% des Français sont aussi convaincus que la loi sera votée, qu'elle sera appliquée. Donc il y a une part de résistance, je le comprends. C'est difficile d'accepter. C'est peut-être une forme de résignation, le chiffre que vous citez. J'ai dit lucidité. Je n'ai pas dit résignation, j'ai dit lucidité. Ils savent bien que le régime est menacé. Ils savent bien qu'on ne peut pas éternellement prendre sur l'impôt pour payer l'autre à côté. Il y a un système qui est le système par répartition.
où c'est les cotisants qui payent pour les retraités. C'est ça la répartition. Et demain, l'équilibre démographique ne sera plus en cette faveur. Donc il faut bien aujourd'hui travailler un peu plus, pas seulement pour assurer l'équilibre des retraites, mais aussi en travaillant plus pour créer plus de richesses, pour pouvoir défendre les services publics, les hôpitaux, la santé, les écoles, tout cela. Et bien tout cela, nous devons travailler un peu plus. Les Français peuvent l'entendre aujourd'hui. C'est sûr que c'est difficile, nous ne sommes pas sourds à leurs demandes, mais dans le même temps, je suis ici parlementaire pour être responsable et voter pour l'avenir de ce pays. La Première ministre a reproché à la gauche sénatoriale cet après-midi d'avoir bloqué le débat au Sénat sur la réforme des retraites. Est-ce qu'à l'inverse, on peut quand même rappeler que le gouvernement a utilisé la procédure dite du vote bloqué? Donc il y a aussi des critiques à faire de ce côté-là peut-être. L'opposition, alors qu'elle a utilisé tous les moyens mis à sa disposition par la Constitution pour bloquer la discussion, ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir pris les moyens nécessaires pour éviter le blocage. Ce que je crois sur le débat au Sénat, que j'ai suivi toutes les nuits, c'est que je crois et que j'ai écouté. Si on aurait pu, en évitant les amendements de suppression, les amendements redondants, répétitifs, à la virgule, etc., on aurait pu avoir 2000 amendements qui traitaient du fond et qui auraient permis, j'allais dire, de purger tout le problème, qui auraient permis de le traiter tout. L'opposition ne l'a pas voulu, elle a multiplié les amendements de procédure, n'ayant qu'un seul but, que le texte ne soit pas voté. Nous voulions qu'il y ait un vote du Parlement, les parlementaires, non pas seulement pour débattre et pour présenter les amendements, mais aussi pour voter un texte. Nous l'avons fait et j'en suis satisfait. Vous demandez à tout prix un vote du Parlement, notamment demain à l'Assemblée nationale, ou en cas de majorité incertaine, le gouvernement devrait utiliser le 49.3. Qu'est-ce que vous dites ? Je crois que ce texte de loi qui est débattu depuis 4 ans, c'est pas depuis 2 mois, il est débattu depuis 4 ans dans le pays. Il y a eu un débat de 4 ans, il y a eu des rencontres avec les syndicats, avec les forces vives, qui ont été multipliées, qui ont abouti à des avancées. Ce que j'ai toujours pensé, c'est que d'abord le Sénat arriverait à le voter, et il l'a fait. Je pense qu'il y aura cette soir une commission mixte paritaire positive, et je reste convaincu que demain, il y a une grande possibilité pour que le texte soit voté sans 49.3. Et si à l'Assemblée nationale, la majorité est incertaine, est-ce que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et utiliser le 49.3 ? C'est quand même une hypothèse. J'espère que ce soir, tu peux toujours envisager le pire. Moi, je pense aujourd'hui que ce texte de loi arrivera à passer sans 49.3. Voilà, merci beaucoup François Patria. François Patria qui est très confiant sur l'issue du vote à l'Assemblée nationale demain sur cette réforme des retraites. Merci beaucoup Alexandre. Est-ce que vous partagez la confiance que manifeste François Patria dans ce vote? On le sait, ça dépend énormément de vous, des LR, de vos rangs et de la discipline des députés LR. Oui, enfin, ça dépend aussi du texte qui sera sorti de la CMP, si la CMP, commission mixte paritaire, est conclusive. Les débats sont en train de se poursuivre. On note quand même que les débats doivent être âpres, puisque la durée de cette commission mixte paritaire va frôler, je pense, le record. Oui, ça commence à 9h ce matin et on y est encore. Oui, mais c'est important sur un texte comme celui-ci de pouvoir prolonger le débat à travers la commission mixte paritaire. J'aimerais juste casser une idée reçue quand on parle de vote bloqué. Il faut savoir que le vote bloqué, qui a été utilisé au Sénat, certes à partir de l'article 9, a été utilisé plus de 100 fois depuis la naissance de la Ve République, et que la gauche, dans le cadre de la réforme Touraine, à l'Assemblée nationale, l'avait utilisé également. Ça a été utilisé en 2010, en 2013, sur les 2 dernières réformes des retraites, en première lecture en 2010, deuxième lecture en 2013. Se cristalliser. Donc, ce qui m'irrite un peu, c'est quand les mêmes personnes qui ont utilisé ces arguments ou ces outils constitutionnels en des temps où ils étaient au pouvoir s'en prennent à la majorité, et je ne suis pas de la majorité, pour dire attention, c'est quand même antidémocratique. Attention avec ces mots-là, parce que derrière, et là je rejoins mon collègue, c'est l'équilibre institutionnel et c'est la démocratie parlementaire qui est en jeu. Et pourquoi il fallait voter cette réforme au Sénat? Parce qu'on le voit bien, au niveau de la commission mixte paritaire, justement, c'est le texte de référence. Ce texte est étudié par... Le Sénat a sa voix qui peut porter... Bien sûr, parce et les marqueurs du Sénat... Il a adopté le texte. Absolument, les marqueurs du Sénat, c'est ces marqueurs-là qui sont en discussion à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale. Et vous contestez quand même le recours au vote bloqué tel qu'il a été fait, le vote unique, l'article 44-3 ? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Moi, c'est un outil, effectivement, qui est à disposition. Je me rappelle de Philippe Bas qui, dans l'hémicycle, dénonçait l'utilisation du 44.3, d'ailleurs avec des mots très justes, il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était sur le texte d'André Chassaigne sur les retraites agricoles, parce que le gouvernement, encore une fois, ne souhaitait pas que ça soit débattu. Donc,
Voilà, mais je trouve que c'est pas raisonnable, ce n'est pas souhaitable. Moi, voilà, j'étais pas, moi, je l'ai jamais utilisé en tout cas à titre personnel, mais je pense qu'en tout cas, ça révèle une démocratie qui est malade. Et cette démocratie du huis clos là, qui est en train de se passer, je ne suis pas sûr que ça soit satisfaisant et qu'on puisse s'en satisfaire. On sait très bien que cette CMP va être conclusive. Moi, j'ai aucun doute. Je peux faire le pari ici, là, maintenant, ce soir. Il y a déjà 10 parlementaires qui vont que voter cette, pour, que cette CMP la droite sera conclusive, que tout le schéma de ce qui s'est passé au Sénat était prévu. Tout était écrit, que l'accord entre les LR et la majorité présidentielle, on la connaît, il y a un texte qui a été façonné, donc voilà, je veux dire, le scénario, il est là, on le connaît, on arrivera à ça. Le seul scénario qu'on ne connaît toujours pas, c'est le vote, effectivement, à l'Assemblée demain. Et là, moi, c'est vrai que j'espère qu'un certain nombre de parlementaires, et notamment de parlementaires de droite, parce que les autres, il n'y a pas de souci, prendront quand même conscience de ce qui est en train de se passer et de cette responsabilité très forte. Parce que derrière ça, oui, il y a un vote. Oui, il y aura un vote. Mais je pense qu'il y aura aussi une responsabilité très forte, à la fois d'explication sur chacun, sur ses territoires, mais ça, c'est chacun vote en son âme et conscience, mais des conséquences aussi de ce vote. Parce qu'on peut dire, bon, ça sera voté, et puis c'est bien, le texte sera appliqué, et tout ira bien. On ne voit pas qu'on n'en est pas là. La vraie question, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est réellement ça qui m'inquiète. Vous parlez de la commission mixte paritaire. Elle se déroule actuellement à l'Assemblée nationale. Et on va rejoindre Quentin. Voilà, on voit là nos caméras qui sont à l'Assemblée nationale, salle des 4 colonnes. On attend de voir si la fumée blanche va sortir. Mais il y a beaucoup de choses, malgré tout, qui fuitent de cette réunion, Quentin. On commence à avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler le texte qui va être soumis au vote demain des sénateurs et des députés. Effectivement, je me trouve dans l'hémicycle du Sénat, mais nos équipes sont aussi dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Vous voyez ces images de Jonathan Dupriez. Et les sénateurs nous parlent par message. Ils sont actuellement, à l'heure où nous nous parlons, dans l'examen de l'article 9 sur les 20 que compte le texte. Quand on leur pose la question de savoir quand est-ce que cette réunion pourrait se terminer, ils n'ont aucune idée. Ils disent « je ne sais pas ». Alors effectivement, on sait ce qu'il pourrait y avoir, ce qu'il devrait y avoir dans l'accord, puisqu'effectivement, on connaît la composition de la commission mixte paritaire qui est réunie maintenant depuis 8 heures, depuis 9 heures ce matin. Si on additionne les personnes de la majorité présidentielle et les membres de la majorité sénatoriale, on compte 10 membres sur 14 qui votent au sein de cette CMP. Or, ces 10 parlementaires se seraient mis d'accord sur les points suivants, en plus du rallongement à 64 ans de l'âge de départ et de l'accélération de la réforme Touraine. Ils se sont mis d'abord d'accord sur le dispositif carrière longue, avec ses 43 annuités pour toutes les personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans, sous certaines conditions. Alors, cette mesure n'est pas exactement ce que demandait le député Aurélien Pradié, mais plutôt ce qu'avait proposé le chef de file des députés, Olivier Marleix. Il pourrait donc permettre de convaincre certains députés LR dont le vote n'était pas assuré. Écoutez la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine Deroche, lors d'une suspension de la CMP ce matin. L'amendement Pradié était un amendement très coûteux parce qu'il disait qu'il suffit d'un trimestre, par exemple un stage d'été pour vous faire rentrer en carrière longue. Non, nous on est resté sur ce qui est une vraie carrière longue, ce qui est beaucoup moins coûteux et qui correspond plus à l'amendement que soutenait Olivier Marleix ou d'autres. Mais pas de quoi convaincre les socialistes. Ils l'ont également dit au micro de Jonathan Dupriez ce matin. Écoutez-le. Le gouvernement a quand même cédé sur une borne de cotisation maximale à 43 ans dès lors qu'on n'a pas dépassé les 21 ans. Bon, ce qui est une mesure de justice. Moi, je ne dis pas le contraire, parce que en l'état actuel de ce qui était prévu, quelqu'un qui commençait à travailler à 18 ans devait aller jusqu'à 62, ce qui faisait 44 ans. Mais enfin, tout ça, ce sont des mesures d'atténuation qui ont pour but de noyer le poisson. Et le poisson, c'est le recul de l'âge de la retraite à 64 ans et nous n'en voulons pas. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le dispositif carrière longue, qui était la première pierre d'achoppement pour convaincre les LR de voter cette réforme. Il y aura aussi dans cette réforme et dans cet accord le CDI senior que demandait la droite sénatoriale. Alors il serait expérimenté via la loi travail qui sera bientôt examinée au Parlement, et ce entre 2023 et 2026 avec un ciblage pour les demandeurs d'emploi de longue durée. On continue dans ce qui devrait être l'accord entériné par la CMP si nos informations sont confirmées dans les prochains
prochaines heures. Il devrait y avoir la fameuse surcote de 5% pour les femmes ayant eu au moins un enfant avec carrière complète à 64 ans lorsqu'elles travaillent jusqu'à 64 ans. Et enfin, l'index senior serait bien dans le texte final. Si la situation se dégrade sur 3 ans dans l'index, eh bien, il y aurait alors renégociation entre partenaires sociaux ou l'obligation pour l'entreprise de mettre en place un plan d'action. Voilà sur ce qu'il devrait y avoir dans l'accord de la CMP d'après nos informations, Tam. Quentin, pour toutes ces explications très complètes et on le précise, on reste au conditionnel. Tout ça n'est pas encore voté. On n'a pas encore la fumée blanche qui est sortie de cette commission mixte paritaire, mais Emmanuel Capus, tout de même, on voit se dessiner un texte qui est quasiment le texte du Sénat, de la droite sénatoriale finalement. Si on prend CDI senior expérimental, surcote pour les maires avec carrière complète, et puis ce dispositif sur les carrières longues, qui n'est pas le dispositif d'Aurélien Pradié, mais plutôt celui d'Olivier Marleix. Vous avez donné raison à la droite sénatoriale ? C'est exactement ce qu'on vient de dire. Évidemment, c'était l'intérêt, justement, c'est ce que la gauche n'a pas compris. On pouvait améliorer le texte, on pouvait faire passer des amendements. On l'a fait au Sénat. Moi, la surcote, je l'ai voté. L'index, je l'ai voté. J'ai fait mieux que cela, parce qu'en fait, vous parlez de l'amendement Marleix, mais en fait, c'est l'amendement Capus que j'avais déposé ici moi-même. Et donc, là, de ce qu'on apprend, c'est que la CMP va retenir l'amendement qui va plus loin que j'avais déposé avec le groupe Les Indépendants, qui est celui qui avait été déposé par Horizon, notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui prévoit cet amendement qui est mieux que ce qui avait été qui est plus mieux disant que ce qu'avait retenu le Sénat, puisque le Sénat avait retenu qu'on pouvait parfois, dans certaines conditions, cotiser 44 ans. Et l'amendement que j'avais déposé, qui risque d'être repris, c'est 43 années de cotisation maximum pour tout le monde. Alors c'est un coût supplémentaire, c'est pour ça que le Sénat ne l'avait pas retenu, puisque c'est à peu près 700 millions d'euros de plus. Dans les discussions, parce que ça se discute, qui ont lieu en CMP, manifestement, c'est cette position qui me paraît personnellement, puisque c'est celle que j'avais soutenue, la plus raisonnable, même si elle est un peu plus coûteuse, qui me paraît être la meilleure. Donc oui, c'est notre métier, c'est notre job. C'est faire améliorer les textes, discuter, négocier. Évidemment, ça se passe en huis clos, parce que l'opposition fait semblant de découvrir, alors que c'est comme ça depuis 1958, que quand ça ne l'arrange pas, c'est à huis clos. Oui, c'est comme ça, les CMP, c'est comme ça, la Constitution, elle est comme ça, et en fait, ça ne la dérange pas du tout. Quand elle est au pouvoir, c'est toujours passé comme ça, et ça ne l'a jamais dérangé. Là, ça se passe comme ça, c'est bien, ça permet de négocier, ça évite les effets de manche, ça évite les effets de procédure, et ça permet de se mettre d'accord, et ensuite en parfaite transparence on explique pourquoi on est arrivé à un accord. Et vous êtes vice-président de la Commission des finances. Est-ce que l'équilibre de la réforme est assuré avec toutes ces concessions? On a vu aussi la gauche, pour le coup, qui demande des documents budgétaires pour essayer de voir si au fur et à mesure qu'on lâche du lest, on n'est pas en train d'y perdre l'équilibre de la réforme. Je vous dis, 700 millions, le but c'était de faire 17 milliards de mémoire. Bon, ça diminue. Mais on ne met pas en danger l'équilibre des réformes. Mais c'est vrai, évidemment, que toutes les oppositions, tous les blocages font que l'équilibre, la réforme, elle sera moins efficace financièrement que ce qu'elle était au départ. Ça, c'est un fait. Mais je pense qu'il faut le faire, à la fois pour la paix sociale, pour la justice sociale aussi. Il y a des avancées qui sont, à mon avis, nécessaires. Allez, on continue les réactions. Salle des conférences, on va rejoindre Alexandre Poussard qui se trouve avec le sénateur Union centriste Olivier Henno. Effectivement. Bonjour Olivier Henno. Bonjour. Alors il devrait y avoir un accord dans cette commission mixte paritaire, un accord notamment entre la majorité présidentielle et les Républicains. Et les apports du Sénat à cette réforme des retraites pourraient être gardés, notamment les mesures d'accompagnement social des femmes sur l'emploi des seniors. Vous êtes satisfait de l'issue qui est en train de se dessiner ? Le travail de la majorité sénatoriale est reconnu dans cette CMP, à la fois sur l'expertise, mais aussi sur la qualité de nos débats. J'avais dit lors de la discussion que c'était important pour la démocratie représentative et pour aussi l'image du Sénat, sa crédibilité. Et je pense que c'est ce qui se passe en CMP, puisque grosso modo, le texte qui va sortir est pour beaucoup un texte qui a été inspiré par le travail de la majorité sénatoriale, groupe LR et groupe Union centriste. Il y a une mesure à laquelle les sénateurs de droite et du centre tenaient beaucoup, c'est la surcote des mères de famille qui fait l'objet d'un accord avec le gouvernement. Ça, c'est important que ça soit au final dans ce texte ? Pour moi, rapporteur de la branche famille, qui plus est,
et initiateur de l'amendement, enfin co-initiateur de l'amendement. Vous savez, quand le bébé est beau, il manque jamais de père. Hein. Co-initiateur de l'amendement, eh bien, je pense que c'est à la fois juste, c'est à la fois nécessaire, hein, puisqu'on est dans un régime de répartition, par répartition, et donc la question de la démographie est fondamentale, la question de la natalité n'est pas un gros mot, et puis ça participe à rétablir une forme d'égalité de retraite entre les hommes et les femmes, et donc c'est très très important à mes yeux, c'est parmi les choses fondamentales. Alors, le Sénat avait voté la création d'un CDI senior pour inciter les entreprises à embaucher des salariés de plus de 60 ans, c'est-à-dire des contrats sans cotisation familiale. Au final, dans cette commission mixte paritaire, eh bien, ce CDI senior devrait être seulement expérimental entre 2023 et 2026. C'est un bon compromis ? Alors, ce texte, hein, je le dis toujours, ne mérite ni une indignation excessive, ni un enthousiasme délirant. Bon. La question de l'emploi des seniors, c'est une question fondamentale et pour ce qui concerne notre pays, le compte n'y est pas. Hein, et d'ailleurs, si on arrive à résoudre cette question, notre système de retraite par répartition, il sera encore beaucoup plus solidifié et les retraites seront beaucoup plus encore garanties dans la durée. Donc c'est une question fondamentale. Moi, je suis pour à la fois l'index senior, les dispositifs qui favorisent l'emploi des seniors. Que ce soit une expérimentation, bon, très bien. De toute façon, ces questions-là, il faudra les revisiter à l'occasion d'une loi travail, à l'occasion aussi d'un paritarisme refondé, parce qu'après, il va falloir réaborder les choses. On ne peut pas avoir un front syndical et une opposition syndicale comme ça. Il faut réhabiliter le dialogue social, notamment avec la CFDT. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Et parmi les choses, vous savez, le grain à moudre, comme disait Bergeron, là, autrefois, eh bien, il faudra absolument qu'il y ait cette question de l'emploi des seniors dans les entreprises. C'est fondamental pour l'intérêt du pays en général et de l'économie. Justement, sur la suite, sur la loi travail qui s'annonce dans les prochains mois, vous pensez qu'après cet épisode de la réforme des retraites, par exemple un Emmanuel Macron qui refuse de recevoir les syndicats, un dialogue social sera encore possible dans le pays ? En tout cas, nous, on l'appelle. Et c'est la raison pour laquelle, avec Kevin Marseille, notre président, on appelle à l'ouverture d'une conférence sociale. Parce qu'on ne peut pas enjamber le paritarisme. Si on a aussi des difficultés par rapport à cette réforme, c'est que peut-être qu'on n'a pas donné suffisamment, je parle du gouvernement, de considération au paritarisme. Bon, il faut franchir une nouvelle étape et il faut trouver les voies et moyens d'un paritarisme refondé. Vous voyez, à Gicarco, c'est extrêmement bien géré. Les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Henno, et en tout cas les syndicats qui restent mobilisés contre cette réforme, même après cette séquence parlementaire. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. On continue à parler de la réforme des retraites sur ces plateaux. La réforme des retraites qui a largement marqué cette séance de questions au gouvernement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un des échanges qui a marqué cette séance, celui entre Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, face au ministre du Travail Olivier Dussopt. Écoutez. Ce n'est pas parce que des outils sont légaux que leur utilisation est légitime. Ce n'est pas parce que des outils sont constitutionnels qu'ils répondent aux standards démocratiques modernes des démocraties dignes de ce nom. Arrêtez les frais. À ce stade de tension sociale et démocratique, l'urgence, franchement, c'est plus la réforme des retraites. L'urgence, c'est de sortir de ce fonctionnement mortifère et d'organiser démocratiquement la transition vers une république vraiment parlementaire. C'est une procédure constitutionnelle qui a un objectif et un mérite, qui est de contourner l'obstruction. Parce que si nous nous posons la question, il y a eu obstruction. L'obstruction au Sénat n'a pas été de la même nature que celle de l'Assemblée nationale, mais il y a eu obstruction. Vous avez méthodiquement, par le dépôt de presque 9000 amendements et sous-amendements, voulu paralyser le Sénat et voulu retirer au Sénat sa capacité à délibérer. La majorité du Sénat et le gouvernement ont su répondre pour permettre au Sénat de se prononcer. Et samedi soir, le Sénat a adopté la réforme. Guillaume Gontard, on l'entend, vous continuez à contester la réforme. Qu'est-ce que c'est la suite ? La suite, c'est un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est un référendum d'initiative partagée. Où en êtes-vous ? Déjà, quand même, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je félicite mes collègues sur le jeu d'acteur, quand même. Parce que, voilà, la CMP, on est en train de se dire, est-ce qu'elle va se faire, est-ce qu'elle va pas se faire ? Bon, on sait exactement, et on sait exactement ce qu'il y aura dedans et ce qui sera retenu, puisque c'était des choses qui étaient prévues. Et en fait, sur ces soi-disant améliorations qui rendraient le texte formidable tout d'un coup, franchement, on est sur quoi ? On va mettre un manche sur une pelle pour que les Français,
faciliter le travail des Français pendant 2 ans de plus. C'est juste ça. Vous ne reconnaissez pas quand même des améliorations pour les mères de famille, les améliorations qui ont été apportées, ce sont des améliorations sur ce qu'enlevait en fait la réforme du gouvernement. Donc oui, on a des petits cliquets qui remontent un petit peu par rapport à l'effet néfaste de cette réforme. Donc oui, ça ne change pas le fond pour vous, bien sûr, qui est opposé au report de l'âge légal. Et après, ensuite, la suite, parce que c'est loin d'être terminé. Déjà, demain, le vote. Oui, le vote, c'est important. Donc on verra directement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Peu de suspense au Sénat, peut-être un suspense à l'Assemblée. Peu de suspense au Sénat, évidemment. Mais on a déjà vu qu'entre le vote sur l'article 7... le vote sur le texte, on a vu que ça s'était dégradé, ou plutôt amélioré en tout cas, contre ce texte. Donc on verra si cette érosion, en tout cas de la majorité, se poursuit ici au Sénat. Et puis on verra à l'Assemblée nationale ce qu'il en sera. Donc déjà ça, c'est une étape. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, rien n'est terminé. Oui, on va avoir un texte qui a été voté dans les conditions que tout le monde connaît, avec des Français qui aujourd'hui, là, maintenant, sont dans la rue, n'acceptent pas ce qui est en train de se passer, avec une tension qui monte très fortement. Donc oui, évidemment qu'on utilisera encore tous les moyens qui sont à notre disposition. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Éliane Assassi l'a dit, à la fois la saisine du Conseil constitutionnel. Alors ça, pour le coup, c'est une évidence, parce que quand on voit les dérives qu'il y a pu avoir, notamment dans le débat par rapport au Sénat, j'entendais le ministre qui nous disait 9000 amendements. On parle des sous-amendements dont on a été obligé de déposer, puisqu'on a fait tomber l'ensemble de nos amendements, nos 800 amendements, qui étaient loin d'être dans l'obstruction quand même. On était très loin de ça. Donc oui, il y aura des vraies problématiques, parce qu'on a bien vu la manière dont ça s'était passé, des vrais points de questions législatives, en tout cas, qui ont été notés et sur lesquels, qui nécessitent effectivement que le Conseil constitutionnel puisse se positionner. Et puis le RIP. Évidemment, c'est un dispositif qui existe, qui permet... Vous êtes confiant dans le fait d'avoir suffisamment de signatures des Français, vous auriez déjà les 185 parlementaires. Quand on voit le nombre de Français qui sont descendus dans la rue, mais moi je pense que je n'ai pas encore rencontré une seule personne que dans mon territoire, dans mon entourage, et alors, quelles que soient en plus les orientations politiques, qui m'ait dit je suis favorable à cette réforme. Donc oui, je pense que 4 millions, je crois que c'est 4 millions 7 ou 4 millions 2, je ne sais plus, mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura aucun souci à les obtenir. Et nécessaire, parce que ça veut dire quoi? C'est juste redonner la parole aux Français, et cette parole qui a été, dont on leur a privé, alors que c'est quelque chose d'important. C'est un débat important qui va bien au-delà de la question des retraites, qui va sur la question de l'évolution de notre société, de la question du rapport au travail. Donc oui, il y a un vrai débat à instaurer dans notre pays sur ces sujets-là. Stéphane Le Rudulier, donc l'étape, c'est déjà demain, le vote à l'Assemblée nationale. Au Sénat, on voit le gouvernement qui veut, à tout prix, pour l'instant, éviter le recours à l'article 49-3 de la Constitution. Ça dépend largement de vous. De nous et de la majorité présidentielle également. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues députés, les hésitants, là, tous ceux qui ne veulent pas voter cette réforme? Il faut être cohérent et constant. Les Républicains ont toujours, dans le cadre des campagnes présidentielles, proposé le report de l'âge de départ en retraite de 62 à 65 ans. C'était le projet de Valérie Pécresse, c'était le projet de François Fillon. Au Sénat, ça fait 4 années, dans le cadre d'un amendement dit Savary, où on proposait cette mesure d'âge. Donc, je dis à mes collègues députés, attention, soyons cohérents et constants, car notre électorat ne le comprendrait plus. Et derrière, parce qu'il faut dire la vérité aux Français, la réforme aujourd'hui, elle est là pour sauver le régime de répartition à horizon 2030. Mais clairement, le débat va être relancé dès 2027, puisqu'il y a une crise démographique. Et c'est là où je vous rejoins. Oui, il va falloir qu'on ait un véritable débat. Parce que cette crise démographique fait que c'est le pire adversaire de notre régime de répartition. Et sans un changement de paradigme, avec l'introduction d'une dose de capitalisation pour sauver notre système de répartition,
nous n'arriverons pas. C'est une mesure que vous appuyez de vos voeux, mais elle ne reste pas en commission mixte paritaire, je crois. Ce qu'il y a derrière ce projet, et toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. Dans 5 ans, si on ne change pas le paradigme, c'est-à-dire qu'on va vous demander de travailler 50, 65, 66 ans. Il faut le dire, ça, parce que les Français... Mais bien sûr, il faut être très, très honnête. Alors, de dire aux Français que qui vient d'être voté là, on aura la même chose dans 2 ans. Qu'est-ce qu'on a fait en Espagne? Qu'est-ce qu'on a fait au Portugal? Je suis d'accord avec vous. L'âge, c'est 67 ans. Donc c'est là où il faut... Il y a effectivement d'autres moyens de financer notre système de retraite. Parce qu'il nous reste vraiment... Il nous reste quelques minutes et je voudrais quand même qu'on parle d'une des annonces qui a eu lieu dans l'hémicycle tout à l'heure. On va rejoindre Quentin Calmet dans l'hémicycle du Sénat parce que la situation aujourd'hui, c'est la mobilisation contre la réforme des retraites et c'est notamment la grève et la grève des éboueurs. Oui, tout à fait, Tam. C'est effectivement l'une des annonces que l'on retient de cette séance. Le préfet de police de Paris devrait demander demain une réquisition pour que les ordures qui jonchent les rues de Paris soient débarrassées des trottoirs. Écoutez Gérald Darmanin tout à l'heure en séance. J'entends évidemment que Madame la maire de Paris réponde par écrit à la demande par écrit du préfet de police. Et si ce soir cette confirmation était faite que la mairie de Paris ne prenait pas ses responsabilités, je le dis, ce soir, demain matin au plus tard, le préfet de police procédera aux réquisitions au nom de la salubrité publique. Et je crois que tous les Parisiens, quel que soit ce qu'ils pensent de la réforme des retraites, en seront heureux. Voilà, la droite sénatoriale qui a largement applaudi cette prise de parole du ministre de l'Intérieur. Il faut dire que nous étions au 10e jour de grève des éboueurs et qu'on voyait l'exécutif et la mairie de Paris se renvoyer la balle autour de ces réquisitions depuis 24 heures. Le ministre demandant la réquisition des éboueurs, la ville disant qu'elle n'en avait pas le pouvoir, que l'État assume ses responsabilités, avait dit le premier adjoint Emmanuel Grégoire ce matin. C'est donc, semble-t-il, chose faite aujourd'hui. Merci beaucoup Quentin. Et tout de suite la réaction du sénateur de Paris, Philippe Dominati, au micro d'Alexandre Poussard. Philippe Dominati, on imagine que vous êtes satisfait par cette annonce de Gérald Darmanin. Il y aura au plus tard demain matin une réquisition des éboueurs de la ville de Paris. Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est même plus une question de politique, c'est une question de bon sens. On voit bien que la mairie n'est plus gérée. Madame Hidalgo, depuis son échec au présidentiel, ne sait plus quoi faire. Elle est obligée de demander un référendum pour les trottinettes. Elle en demandera après un autre pour les scooters et peut-être pour les bicyclettes. Elle ne gère plus la ville. Et tout un chacun s'aperçoit très bien qu'il y a une reprise en main nécessaire. Et donc c'est bien qu'il y ait une reprise en main. La moitié des Parisiens sont pénalisés. Parce que c'est la partie des arrondissements parisiens qui sont sous la régie municipale. Et l'autre partie, ces traités, ils sont propres. Et donc, il faudrait peut-être faire un référendum pour qu'il y ait une privatisation de la totalité de la collecte des ordures. Vous êtes pour une privatisation? Ah oui, on voit bien que ça marche. Il y a des endroits où ça marche, et il y a les endroits gérés directement par la mairie où ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, mais elle encourage la grève. Alors, nous avons... Oui, elle défend la grève car elle est opposée, elle aussi, à la réforme des retraites. Donc, elle n'est pas dans son rôle. D'habitude, les grèves, ça arrive dans toutes les municipalités. Il arrive que des services municipaux se mettent en grève. Mais généralement, c'est à la suite d'une mauvaise négociation entre le maire, la municipalité et les services municipaux. Là, c'est l'inverse. C'est le maire qui incite à la grève. Et elle incite à la grève sur la moitié du territoire. Donc, en réalité, il n'y a plus de gestion cohérente de la ville. À moins de 2 ans des Jeux Olympiques, 500 jours, c'est pas normal. Dernière réaction rapidement. La réponse de la mairie de Paris à la demande faite par le ministre de l'Intérieur, c'est que ce n'est pas le pouvoir de la mairie de Paris, c'est la responsabilité de l'État. Non, chacun se jette la responsabilité, mais là, il faut reconnaître que c'est le statut particulier un peu de Paris qui n'a pas encore trouvé suffisamment, je dirais, d'autonomie vis-à-vis de toutes les contraintes que l'État essaye d'imposer à la capitale, et elles sont nombreuses. D'abord, tous les ministères ont leur mot à dire, veulent dire quelque chose, les berges de la Seine et tout, et sur ce plan-là, j'ai plutôt tendance à défendre la municipalité. Merci beaucoup, Philippe Dominati, pour votre réaction. Merci beaucoup à Alexandre. Emmanuel Capus, votre réaction à cette annonce de Gérald Darmanin, la réquisition des éboueurs face à la situation dans laquelle s'enfonçait Paris depuis une dizaine de jours? C'était malheureusement obligatoire à partir du moment où la maire de Paris ne fait rien. Il faut que les Français comprennent qu'il y a des tonnes d'immondices dans la rue. Les poubelles ne sont pas ramassées depuis 10 jours. C'est un problème de salubrité publique. Et quand on voit que certains nous disent qu'ils se remettront à nettoyer uniquement
si la réforme est retirée, c'est purement et simplement du chantage. C'est inacceptable. Hein. C'est inacceptable. Et en plus, c'est très contre-productif, parce que ça veut dire que les Parisiens, en tous les cas, je peux vous dire que on aime bien interroger là. Ça veut dire que 100% des Parisiens, ils disent que c'est inacceptable. Guillaume Gontard, est-ce que c'est inacceptable de se retrouver dans cette situation, ou est-ce que c'est le droit de grève qu'exercent les éboueurs? C'est un peu une évidence, c'est-à-dire que quand on fait grève, et donc quand une grève qui ne gêne pas, c'est pas une grève. Les personnes qui ramassent les poubelles ne les ramassent plus parce qu'ils font grève, forcément les poubelles sont là. Ça a quand même un élément, c'est de montrer que ces personnes qui sont les premiers de cordée, comme on les appelait, hein, ces personnes qu'on a applaudi quand même je me souviens les samedis soirs avec les infirmières pour dire pendant la période Covid, c'est eux qui font tourner le pays, c'est eux qui sont là. Oui, ils font grève, oui, ils sont mécontents, parce que c'est eux qu'on a pointé à travers cette réforme. Et c'est quand même ça qui est quand même assez terrible. C'est eux qui sont dans la rue et qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit, qui ne comprennent pas que à eux, qui ramassent nos poubelles, qui ont une espérance en bonne santé, de vie en bonne santé la plus courte, que ce soit à eux qu'on va dire vous devez travailler 2 ans de plus. Non, c'est totalement inacceptable. Alors je veux bien qu'après là-dessus on fasse les municipales. Moi je pense que c'est vraiment pas à la hauteur. Non, la vraie question, elle est de la responsabilité du gouvernement et de ce qu'il est en train de faire dans notre pays, qui est purement scandaleux. Est-ce que c'est la faute du gouvernement, cette situation? C'est ce que nous dit Guillaume Gontard. On comprend cette mobilisation de ces premiers de cordée? Non, il y a quand même une prise d'otage scandaleuse des Parisiens. Et c'est un problème de salubrité publique. Mais j'aimerais vraiment appeler les organisations syndicales à maintenir le cap qu'elles ont eu depuis 2 mois. Depuis 2 mois, elles ont été dans la construction. C'est le retour des corps intermédiaires. Un de mes collègues appelait au dialogue social, un nouveau dialogue social. Banco, mais pas de radicalisation du conflit, pas de prise d'otage, notamment dans les raffineries, dans les transports. Attention, ça fait partie aussi de l'apaisement. Ça, faut le dire à Emmanuel Macron. Ça fait pas. Mais je le dis aux organisations syndicales également. Vous êtes son porte-parole, il faut le dire à Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que Stéphane Le Rudulier soit d'accord. Vous savez, on peut se réjouir d'une chose. Ce sera mon mot de conclusion. Ce qui s'est passé dans le cadre de la réforme des retraites, c'est qu'on a le centre de gravité de la démocratie parlementaire qui s'est déplacé au Sénat. Et nous, on a tous une responsabilité ici d'avoir un dialogue constructif. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement.